Bonjour à vous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on va décortiquer un mouvement politique américain qui a fait couler beaucoup d'encre, la nouvelle droite MAGA. On va essayer de comprendre les idées qui se cachent derrière. Et pour ça, on va s'appuyer sur un livre qui fait référence sur le sujet. Voilà, notre guide pour cette analyse, c'est le livre Furious Minds de Laura Cafield. C'est un travail assez fouillé où l'autrice a vraiment cartographié tout le paysage intellectuel qui a servi de fondation à la droite MAGA. C'est un peu la boussole indispensable pour naviguer dans ces idées et comprendre comment elles ont pu arriver au cœur du pouvoir. Et l'autrice, elle, part de cette citation. Elle vient de Michael Hunton, un des premiers intellectuels à avoir théorisé le Trumpisme. Ces 3 points, frontières, économie, politique étrangère, elle les décrit comme les côtes, la charpente de la nouvelle droite. C'est en quelque sorte le squelette de leur programme politique visible. D'accord. Le sujet a l'air dense, on va l'aborder comment? Bonne question, voici notre plan de match. D'abord, on va voir ce qu'est cette nouvelle droite. Ensuite, qui sont les grands groupes qui la composent, sans oublier sa frange la plus radicale. Puis, on verra ce qui les rassemble malgré tout. Et on terminera en se demandant pourquoi tout ça, au fond, est si important. Allez, on attaque. Premier point, il faut bien comprendre que la nouvelle droite MAGA, d'après le livre, c'est une vraie rupture. Une rupture nette avec le conservatisme des générations d'avant, celui qu'on associe par exemple à Ronald Reagan. Et concrètement, ça change quoi? Ah, mais ça change presque tout. Le conservatisme classique, celui de Reagan et du penseur William F. Buckley, c'était simple, le moins d'État possible dans l'économie, une Amérique très présente sur la scène internationale et à fond pour le libre-échange. La nouvelle droite, elle, prend le contre-pied total. Elle veut un État qui protège l'économie nationale, une politique étrangère qui se replie sur elle-même et une opposition frontale à l'immigration et à la mondialisation. C'est un vrai virage à 180 degrés. Mais, et c'est crucial, le livre insiste sur un point. Au-delà de ces politiques, le vrai cœur du réacteur, l'épine dorsale du mouvement, c'est un traditionnalisme social très affirmé. C'est une vision du monde qui a du mal avec l'idée d'une société plurielle où plusieurs valeurs et identités peuvent coexister et c'est peut-être ça le changement le plus profond. D'accord, mais tu disais que ce mouvement n'est pas un bloc uni. L'autrice distingue bien différents courants, c'est ça? Exactement, c'est notre deuxième partie. Field identifie 3 grandes familles intellectuelles, 3 factions principales, qui, même si elles collaborent, ont des obsessions bien distinctes. Alors, premier groupe, les Clermonters. Ils tirent leur nom du Claremont Institute. Eux, leur grand truc, c'est la fondation des États-Unis. Ils ont une lecture très particulière des pères fondateurs et considèrent que l'Amérique d'aujourd'hui a complètement trahi cet héritage. Pour eux, il faut donc sauver le pays de cette décadence par tous les moyens. Deuxième famille, les post-libéraux. Là, on monte d'un cran dans la critique. Eux, ils ne s'attaquent pas juste à ce qu'est devenu l'Amérique, ils s'attaquent à l'idée même du libéralisme. Des principes comme la neutralité de l'État, la liberté individuelle, tout ça, pour eux, c'est le problème. Ils veulent une politique qui soit guidée par une idée du bien commun, souvent d'inspiration très religieuse. Et enfin, troisième groupe, les conservateurs nationaux. Comme leur nom l'indique, leur obsession, c'est la nation. Leur but, c'est de définir et de protéger une identité nationale américaine qu'ils jugent traditionnelle et authentique, face à ce qu'ils voient comme les dangers du mondialisme et du multiculturalisme. L'autrice évoque aussi une frange encore plus radicale, non? Une sorte de face cachée du mouvement? Oui, tout à fait. C'est notre troisième point, et il est important. Field parle d'un courant souterrain qu'elle appelle la hard right, la droite dure. Alors attention, la hard right, c'est pas vraiment une 4e faction bien délimitée. C'est plus une sensibilité, une tendance qui infuse les 3 autres groupes. C'est là qu'on trouve la rhétorique la plus brutale, la plus provocatrice, ouvertement misogyne, parfois violente, et qui n'a pas peur de flirter avec des idées vraiment extrêmes. Et pour qu'on se fasse une idée de ce que ça donne, voilà une citation mise en avant dans le livre. Elle est d'un influenceur de cette mouvance, connu sous le pseudo de Bronze Age Pervert. Je pense que les mots parlent d'eux-mêmes. C'est ce genre de rhétorique qui pousse constamment les limites du mouvement vers des territoires de plus en plus radicaux. Ok, mais alors je me pose une question. Comment est-ce que des universitaires obsédés par la Constitution, des théologiens et des nationalistes peuvent se retrouver dans le même bateau? Qu'est-ce qui fait le lien entre tout ça? C'est la question à 1 million et c'est notre 4e partie. C'est vrai que ça semble être un attelage hétéroclite, mais en fait, ils partagent un socle commun très solide. L'autrice identifie 5 grands principes unificateurs. Premièrement, ils détestent tous le pluralisme et l'égalitarisme des sociétés modernes. Deuxièmement, leur principal mode d'action, c'est la guerre culturelle. Troisièmement, ils veulent remplacer la tolérance par ce qu'ils appellent des dieux forts, des valeurs absolues, non négociables. Quatrièmement, ils sont tous persuadés de se battre contre un régime hostile qui contrôlerait tout. Et enfin, leur objectif commun,
c'est d'imposer leur vision morale au reste du pays. Et on en arrive à notre dernière partie, et peut-être la plus importante. Quel est l'impact réel de tout ça? Parce que ces idées, elles ne restaient pas dans les livres ou les colloques. C'est la question clé. Au fond, pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à une poignée de penseurs? En quoi ça nous concerne, nous, dans la vie de tous les jours? Eh bien, comme l'explique très bien le livre, leur rôle est fondamental. Ce sont eux qui fournissent les mots, les arguments, les justifications à un mouvement politique bien plus large. Ils construisent l'architecture idéologique qui va permettre de mobiliser des électeurs, de justifier des politiques. En fait, ils transforment une colère diffuse en un véritable projet politique. Pour conclure, Laura Kayfield nous laisse avec une image et une question. Elle décrit ce mouvement comme une tentative de casser l'horloge de la modernité. Une volonté de revenir en arrière, que ce soit avant les années 60, à l'époque des pères fondateurs, ou même plus loin encore. Et donc la question qui reste ouverte, c'est à quoi ressemblerait vraiment le futur qu'ils veulent construire? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête un instant. Voilà pour cette plongée dans les idées de la nouvelle droite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et cette question finale reste entière. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. La discussion est ouverte. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses. On se retrouve très vite.